Vous êtes d'accord avec ce regard et Oui, notamment, cette analyse? moi, il y a un point, je suis d'accord avec ce que dit Nathan, c'est que je ne parlerai jamais de la jeunesse comme un bloc monolithique, de la même façon qu'on ne parle pas des seniors comme un bloc monolithique. Pour moi, il faut vraiment faire attention à ça. Moi, je serais plutôt véritablement... Pardonnez-moi, si je peux me permettre pour répondre à vous deux, puisque c'est moi qui employais l'expression de la jeunesse. Quand on parle de la santé mentale et qu'on incrimine le mal-être, c'est sur la jeunesse. Donc, bien entendu, il faut faire des distinguos. Mais bien sûr, mais les confinements ont été vécus différemment selon les territoires, entre la ruralité, les territoires perdus de la République, etc. Mais c'est pour ça que je ferai le même principe que Nathan. Mais pour moi, il y a deux points en fait qui sont importants sur ce drame. C'est que le premier point, c'est qu'on n'est pas sur un fait divers, on est vraiment sur des faits de société. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce qu'on avait déjà, il y avait déjà un rapport du Sénat qui avait traité la question de l'insécurité à l'école, et il montrait déjà qu'il y avait, et c'était un chiffre qui n'a pour moi été pas suffisamment relevé, qu'il y avait chaque année 900 professeurs attaqués par une arme dans notre pays. Donc si vous faites le ratio, ça fait 2 à 3 professeurs attaqués par jour en France dans la 6e ou 7e puissance économique. Donc ça, c'est le premier point qui, me semble-t-il, a été sous-évalué par l'ensemble de la classe dirigeante. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont suivi l'éducation nationale sur la question du déni, notamment du déni face à la montée de l'ultra-violence des jeunes. Parce qu'on considère, malheureusement encore, je pense, dans notre pays, trop souvent les jeunes comme n'étant pas capables de se livrer à des actes de violence, alors qu'on est aujourd'hui face à une montée de l'ultra-violence chez les jeunes, et notamment face à des collégiens aujourd'hui. Donc ça, pour moi, c'est le premier point. Les professeurs sont aujourd'hui, dans certains établissements, en danger lorsqu'ils enseignent. Premier enseignement. Le deuxième enseignement, moi, que je tirerais, c'est qu'effectivement, et je vais rejoindre un peu ce qui a été dit sans trop développer, mais c'est les conséquences des confinements sur les jeunes. Moi, je pense qu'on a trop sous-évalué les conséquences. On a sorti, nous, une enquête là-dessus il y a quelques semaines. Aujourd'hui, 25% des jeunes sont en situation quasiment de dépression. On a aujourd'hui, donc les jeunes, c'est-à-dire la population entre 10 et 18 ans. On a aujourd'hui, dans une partie des jeunesses, des phénomènes aujourd'hui de rupture de liens sociaux qui sont colossaux, et qui vont donc de fait avoir des impacts négatifs sur aujourd'hui leur manière de s'insérer dans le marché du travail, leur manière de s'insérer dans les services publics. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être raisonnablement anticipé par les pouvoirs publics, parce que le rôle d'un politique, c'est de prévoir et d'anticiper l'avenir et d'apporter des solutions. Et je pense aujourd'hui qu'effectivement, on a fait de la santé mentale, notamment la santé mentale des jeunes, la grande cause du mandat de Michel Barnier. C'était une bonne chose renouvelée par François Bayrou, mais il faut aller beaucoup plus loin que cela, parce qu'aujourd'hui, la France n'y est absolument pas sur l'ensemble des indicateurs du pilotage de la santé mentale. Alors, on va poursuivre mes priorités également au témoignage. Pape, c'est plutôt de ce qu'est l'Église aujourd'hui. Et je pense que ce qui est intéressant, en tout cas moi, quand je vois ces obsèques-là, et ce qui peut être un enseignement intéressant, c'est que l'Europe, notamment l'Europe occidentale et catholique en l'occurrence, a un message qui est universel à porter au monde. Ce que l'on voit aussi beaucoup, c'est que dans notre civilisation aujourd'hui, beaucoup de gens pratiquent la haine de soi. C'est-à-dire qu'on a honte aujourd'hui de nos traditions, de la religion qui a fait le... Et on en parle souvent sur notre antenne. Et on en parle souvent. Or, ce que l'on voit quand même beaucoup, c'est que quand vous regardez les obsèques du pape, par exemple, quand vous allez aussi regarder ce qui s'était passé sous Benoît XVI, notamment aussi, également, ou lorsque vous regardez également le couronnement du roi d'Angleterre ou les obsèques d'Élisabeth II, donc la reine d'Angleterre, on voit bien que lorsque l'Europe occidentale se réapproprie ses valeurs traditionnelles, on voit que ça intéresse le monde entier. Parce que figurez-vous que quand vous regardez aujourd'hui, quand l'Église... Ces obsèques vont être suivies en Eurovision. Exactement, les obsèques donc, vont être suivies de manière planétaire. C'était pareil sous la monarchie britannique. Donc on voit bien que l'Europe, lorsqu'elle a un message aujourd'hui à adresser au monde, sans renier ses propres traditions, on voit que ça intéresse. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où l'ensemble des civilisations se réapproprient leurs traditions avec des forces et des faiblesses. La Chine de Xi Jinping fait exactement la même chose. On voit que dans le monde arabo-musulman, c'est exactement la même chose avec une réappropriation de l'islam. De la même façon, vous voyez ça dans les pays africains, vous voyez ça en Inde également. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la Russie même d'une certaine façon, ou les États-Unis, Donald Trump qui renoue aussi avec une certaine tradition. Donc on voit qu'aujourd'hui, la dynamique du monde, c'est de se réapproprier ses racines et ses traditions
pour pouvoir mieux se projeter dans le 21e siècle. Je pense qu'il est temps, et l'exemple aujourd'hui, de demain du coup, du Vatican, mais également de la monarchie britannique, vont dans ce sens-là et nous démontrent qu'en Europe, on peut aussi également, si on arrête de pratiquer la haine de soi, si on arrête de pratiquer la culture de la repentance, arriver à intéresser et à étonner le monde entier par nos traditions et nos valeurs universelles. 2 mots rapides, Nathan, parce que j'aimerais qu'on... 2 mots. Je ne dis pas que ce sont des modèles ou des exemples, la Russie de Poutine ou la Chine de Xi Jinping. Je dis qu'aujourd'hui, le monde va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des pays qui se réapproprient leurs traditions, etc. Que l'Europe, lorsqu'elle le fait, l'Occident, lorsqu'elle le fait, ça aussi étonne et intéresse le monde. Je pense qu'aujourd'hui, la question qui est posée, c'est que ce n'est pas de s'inspirer de ce qu'eux, ils font. C'est aujourd'hui de se dire que si l'on ne fait pas cela, alors ces empires-là eux-mêmes ne nous respecteront pas. Ça veut dire quelque chose quand même de notre monde, ce que vous êtes en train de dire. Non, par exemple, regardez, je vais prendre un exemple. Pourquoi l'Algérie ne respecte pas la France, notamment parce qu'on est faible sur plein de sujets, parce qu'on se couche, mais c'est aussi parce que d'une certaine façon, on a abandonné une partie de notre âme et de notre histoire. Pourquoi aujourd'hui la Russie méprise les pays européens? C'est parce que Vladimir Poutine considère que l'Europe est moralement faible. Pourquoi la Chine aussi, de la même façon, méprise les pays européens? Je pense que c'est ça le vrai sujet aujourd'hui. Et c'est pour ça que je ne dis pas qu'il faut s'inspirer de ce qu'eux, ils font, mais en tout cas, le monde va vers cela. Si l'Europe et le monde occidental ne fait pas cela, il me semble que l'on risque de sortir de l'histoire parce qu'on sera faible et on se fera marcher dessus, malheureusement. Absolu effectué par Antoine Leroy, le procureur de Nantes. Non, je réagirais en 3 points sans redire ce qui a été dit. Je pense que sur la distinction entre déjà faits de société et faits divers, là, on est effectivement très clairement dans quelque chose qui relève plutôt du fait divers dans son acceptation telle qu'elle peut être, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, on est sur un profil très déséquilibré qui prend un couteau et qui effectivement va tuer, etc. Mais moi, quand je parlais... Scarifié aussi avant. Exactement, avec beaucoup de choses. Des mots dans les toilettes, avec cette volonté tout à fait, avec de disparaître. Il en met un dans les toilettes, etc. Enfin, malgré avec de guerre et tout ça. Non, mais par contre, en revanche, il faut quand même ne pas faire l'économie d'un sujet qui est quand même la montée de l'insécurité dans les établissements scolaires, qui est quelque chose qui n'est pas un phénomène ancien, qui est un phénomène qui est très récent. Tous les chiffres nous l'indiquent, et c'est ce que je disais tout à l'heure en première heure d'émission, c'est qu'aujourd'hui, un chiffre qui est vraiment marquant, c'est qu'on a 900 attaques de professeurs avec une arme. Donc je ne vous laisse même pas imaginer le nombre d'agressions verbales et physiques des professeurs qui se font bousculer, etc., dans l'enceinte scolaire. Donc ça dit bien quelque chose aujourd'hui de notre école, qui est que l'école républicaine, qui est censée être un sanctuaire à l'abri des évolutions de la société, est en train aujourd'hui de subir les évolutions de la société, certaines d'entre elles comme étant l'ultraviolence et l'ensauvagement de la société. Pourquoi? Parce que, et là on arrive au deuxième point, qui est, je pense, le plus important sur ce sujet, qui est qu'aujourd'hui, on a juste affaire à un jeune sauvage, en fait, tout simplement, à quelqu'un qui n'a pas de repères. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu d'éducation. Sauvage, je ne sais pas, mais malade, certainement. Oui, non, mais oui, et qui ça donne à des actes de sauvagerie. Parce que pourquoi? Parce que 57 coups de couteau, c'est quelque chose qui est complètement invraisemblable dans une acceptation, on va dire, républicaine et normale des rapports entre les êtres humains. Donc je pense qu'on est dans cet état-là, on est donc face à quelque chose qui ressemble plutôt à de la barbarie. Et je pense que le sujet, et c'est le troisième point, sur la question de la santé mentale que je voulais mettre en avant, est un véritable sujet. Alors après, la question qui est posée aussi, c'est il y a la question des moyens. Donc effectivement, le fait qu'aujourd'hui, on a désarmé la filière santé mentale dans notre pays. On est passé, moi ça m'a toujours choqué, en 1970, il y avait 120 000 lits de psychiatrie. Aujourd'hui, on a juste 50 000. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans? Mais surtout, c'est que la question de la santé mentale, c'est ensuite quelle réponse vous apportez, quel parcours de soins. Parce qu'en fait, le problème de la santé mentale, c'est que vous n'avez pas un parcours de soins linéaire, à part à enfermer tout le monde sur des durées qui sont très très longues. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir une réponse en termes de santé mentale. Donc c'est pour ça que cette réponse-là ne sera jamais satisfaisante et suffisante pour pouvoir endiguer ce type de phénomène. Et donc j'en reviens à un dernier élément que je voulais mettre en avant, c'est la destruction de la famille. Aujourd'hui, il y a quand même un vrai sujet dans notre société, c'est la destruction de la famille, de ce que cela incarnait. Et on voit bien qu'une mère aujourd'hui, qui avec toute la bonne volonté qu'elle peut mettre aujourd'hui en avant dans le cadre de l'éducation de son enfant, est désarmée par rapport à l'éducation de son enfant, qui justement, ça donne à des pratiques qui ne relèvent pas de son éducation. Donc je pense aujourd'hui que le vrai sujet, qui est un des sujets qui est lié et intimement lié à la délinquance et à l'ultraviolence, c'est la destruction de la famille, puisque dans beaucoup de cas aujourd'hui de délinquance, on est face à des situations de famille monoparentale notamment, où c'est très compliqué pour une mère notamment de pouvoir éduquer brillamment son enfant.
Et je voudrais terminer cette émission avec un chiffre. 1 jeune sur 5 serait concerné par la dépression, les troubles